Alors, on va accueillir nos 3 invités, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Du coup, Francky Trichet, on a déjà présenté tout à l'heure, qui est adjoint au maire au numérique. Sandrine Charpentier, qui est directrice d'incubateur, excuse-moi. Et Romain, qui est le cofondateur d'Atmotrack, qui est enfin tu pourras peut-être en dire 2 mots, mais qui est aussi un capteur d'air, une qualité de l'air. Je vais me mettre avec vous et je vais laisser notre ami Marc se balader un peu dans la salle. Exactement. Et du coup, ça vous permettra de répondre et d'interagir. Alors, on a préparé quelques petites questions. Juste déjà pour commencer, et puis, alors on va commencer par Sandrine de Rodam, ça nous permettra de choisir. Une question qui est évidemment générale, mais ça nous permettra de nous placer chacun. C'est pour vous, quelle est la différence fondamentale entre une start-up et une entreprise classique ? Est-ce que ça détermine un esprit particulier de votre point de vue ? J'ai combien d'heures pour répondre ? C'est ça, on a 2 minutes. Très rapidement, donc moi je suis Sandrine Charpentier, je dirige un incubateur de start-up, donc j'ai effectivement bien rigolé tout à l'heure parce que j'ai retrouvé quelques similitudes, notamment l'idée de la cabine téléphonique que je cherche désespérément, et mon mari étant chez Orange, je n'arrête pas de l'embêter avec ça. En aparté, alors moi j'ai fait le parcours dans un grand groupe, parce que je travaillais chez Canon France, donc c'était une grosse machine, et puis évidemment un parcours start-up que je connais bien aujourd'hui. Donc moi c'est vraiment 2 mondes très différents. Effectivement, je pense qu'on l'a déjà dit, mais dans les grandes entreprises, on est sur des process, on est sur une structure qui est souvent assez pyramidale, avec un fonctionnement en silo, avec un rythme qui n'est pas forcément le même, avec aussi des moyens différents. Enfin, c'est vrai qu'en étant chez Canon, par exemple, j'avais des projets qui étaient peut-être un peu plus cadrés, mais avec des moyens aussi très importants, qui permettaient aussi d'envisager des projets avec un temps aussi intéressant, parce qu'on avait la possibilité d'étudier des projets, travailler, de mobiliser un certain nombre de ressources, de compétences et de moyens pour monter des grands projets avec parfois des temps de prospective assez longs. Donc c'était très intéressant. Quand on est dans un univers de start-up, notamment quand on crée sa start-up comme au tout début, on est évidemment sur des moyens contraints, restreints, qui obligent à l'agilité, qui obligent à mobiliser plein de compétences, à tester plein de choses, mais quand même à très vite mettre en place à se mettre en mode process et en mode exécution, avec une vision sur la performance de ce qu'on fait, parce que sinon c'est un petit peu compliqué d'avancer, quoi. Ça va plus vite. Francky, Romain, vous voulez rebondir ? Oui, sur la partie vraiment différence entre les startups et donc les grands groupes. Moi, je suis sorti directement en fait après mes études, j'ai créé directement en fait ma startup. Et donc en fait, là où on se retrouve confronté un peu à des difficultés, c'est vraiment sur la partie quand on rejoint un grand groupe, quand on rejoint justement une entreprise qui existe déjà, on a déjà des process, il y a déjà des compétences dans l'entreprise sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Là, il faut tout créer. En fait, il n'y a rien, on n'a aucune base, et on va se retrouver à diriger des gens sur lesquels en fait on n'a pas de compétences. Moi par exemple, j'ai un ingénieur en mécanique, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Même un commercial, je ne saurais pas dire. Moi je suis un ingénieur, à recruter un commercial, on se dit bon, comment est-ce qu'on va faire? Et donc c'est vraiment surtout cette partie-là où c'est un peu ce manque de process en fait, ce manque de ressources, qu'il peut y avoir en fait dans les grands groupes, où là justement il faut venir tout créer. Donc justement c'est un petit avantage, mais qui est aussi un inconvénient, et il faut justement réussir à construire avec. Peut-être une différenciation entre la maturité de la start-up, c'est-à-dire il y a start-up et start-up. On voit bien que quand on est au début d'une aventure type start-up, c'est-à-dire on part d'un projet, on est 1, 2 ou 3, intégrer une équipe de 3 personnes, il faut oublier tous les modèles qui pouvaient exister avant, et effectivement Sandrine, tu vois bien, tu ne peux pas passer d'une grande entreprise à une start-up à 3, ça n'a plus rien à voir. Donc là on sent bien la sensibilité de la désorganisation à outrance, mais elle a du bon aussi. Là, il y a ce côté un peu... Et après, la start-up, elle se structure et on garde ce qu'on appelle l'esprit ou la culture start-up. On voit bien aujourd'hui, on a des start-up à Nantes qui ont 200, 250 employés. Est-ce que c'est encore des start-up formellement? Non, juridiquement parlant, non, parce que la définition du start-up, effectivement, c'est une entreprise en croissance sur laquelle on est sur un produit d'innovation plutôt fort. Par contre, est-ce qu'on a la culture start-up? Oui.
L'état d'esprit dans lequel les process, entre guillemets, tous les processus, les fonctions, elles sont très, très rationalisées, beaucoup plus rationalisées que lorsqu'on est au début. Par contre, l'état d'esprit dans lequel le projet, puisqu'en fait il y a un produit phare qui est quand même souvent de l'innovation, l'état d'esprit dans lequel l'ambiance, le quotidien, il reste quand même dans cette culture où la hiérarchie, elle était pas mise à plat, c'est pas possible faire une structure de 200 personnes où il n'y a plus de hiérarchie, ça n'existe pas. À 3 ça va, mais pas à 200. Après, il y a quand même beaucoup moins de structures hiérarchiques, il y a beaucoup moins de prégnance de ce qu'on appelle le pouvoir par une personne ou deux personnes. Par contre, c'est des choses beaucoup plus... Parce que le pouvoir, en fait, il est extérieur après. Enfin, il y est déjà, mais quand vous avez des boards, le pouvoir, vous l'avez. Donc là, je pense que la différence, elle se joue aussi dans cette durée. Il faut bien avoir en tête que la start-up, il y a 2 niveaux, voire 3 niveaux de start-up. Mais la culture, elle reste la même. La culture de très peu de hiérarchie, d'accessibilité des gens, souvent, c'est ce qu'on retrouve un peu partout, même si c'est structuré. Si je vais rebondir sur... Ouais, merci. Je vais rebondir sur... c'est une remarque que tu as faite tout à l'heure, c'est par rapport au temps de travail. Alors, il s'avère que dans l'étude qui a été faite, on s'est aperçu que 80% des collaborateurs travaillaient pas plus de 40 heures semaine. Qu'il y avait une vraie dichotomie entre les fondateurs et les collaborateurs, où les fondateurs c'était 80% à 45 heures et plus, et les collaborateurs à moins de 40. Est-ce que ça, je rebondis un peu sur ta remarque de tout à l'heure, Francky. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, qui vous surprend d'ailleurs à tous les trois, qui va un peu en contradiction peut-être à ce qu'on pourrait penser? Moi, une chose qui est sûre, c'est que les jeunes qui arrivent maintenant, il n'y a plus trop cette fuite en avant. Ils sont plus, quand même, sur une logique de respect des temps de travail, on revient sur des valeurs. Il y a eu 2 temps, avant c'était un peu plus peut-être effectivement une fuite en avant sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, il y a un retour où les jeunes, ils aspirent effectivement au projet, mais ils aspirent aussi au respect de leur temps à eux. Donc il y a vraiment des oasis qui se créent. Mais ça, comme tu dis, c'est plus les collaborateurs. Dès qu'on monte un peu sur des gens qui portent les projets ou des strates, en fait, là, le temps, il est fou. Et alors celui qui porte le projet, c'est sa vie. En fait, on passe d'une vie personnelle à une vie où la vie personnelle, elle est un peu, vous l'avez bien évoqué, vraiment pas mis de côté, mais si, on fait semblant presque. Parce que le projet, il est omniprésent, il est 24/24, et voilà. Donc, par contre, chez les jeunes, je sais pas si Sandrine tu le vois, il y a vraiment cette envie, oui, ils veulent bien donner un peu plus, mais pas non plus être dans un projet, ils veulent quand même préserver un temps, ce que je trouve plutôt sain aujourd'hui, parce qu'on revient effectivement sur des modèles du respect du temps de travail, et ça c'est très bien aussi. Nous sur cette partie-là, donc dans l'équipe, c'est une équipe assez jeune, mais c'est vrai que sur cette partie-là, ouais, ils ont vraiment cette vocation à vouloir garder vraiment leur temps. C'est vrai ils finissent peut-être un peu tard, quelques jours par semaine, quand il y a un peu de rush, ce genre de choses. Mais en fait, ils le rattrapent assez vite, donc, parce qu'en fait, on est assez souple, donc quand ils vont avoir besoin de prendre un rendez-vous, ils vont pouvoir partir plus tôt. Donc en fait, ça va venir petit à petit s'équilibrer pour justement qu'ils puissent avoir cet équilibre entre vie personnelle et vie au travail. Chose qu'on essaie aussi nous de faire en tant que fondateur. Je pense pas qu'on est à plus de, si on est à plus de 45-50 heures par semaine, je sais pas, mais... Tu l'as été au début ou pas? Au début, je saurais pas dire en fait, c'est quelque chose en fait, vu qu'on le vit au quotidien, c'est en fait, on le vit, on y pense tout le temps, donc on n'a pas vraiment d'heures fixes où on se dit, bon bah aujourd'hui j'ai bossé jusqu'à 22h, non, ça on le sait pas, et c'est en fonction en fait des jours et des projets. Alors ouais, c'est un vrai sujet. Je crois que le côté présentéisme et travailler beaucoup, enfin, moi je l'ai vécu aussi dans un grand groupe. Voilà. Il y a aussi dans les grandes entreprises, selon aussi le niveau de responsabilité, mais évidemment on a tendance aujourd'hui à toujours se dire qu'on évalue un peu la compétence, la performance par rapport au temps passé, et ça c'est des choses qui changent aussi dans les startups aujourd'hui, et dans les modèles comme tu disais Francky, que les jeunes générations souhaitent, c'est vraiment essayer de concilier la vie professionnelle et la vie privée. Après, je pense que c'est aussi quand on est dans un univers startup, et on disait très bien avec l'étude, on rejoint une start-up par rapport à un projet, par rapport à du sens, parce que je crois qu'on a aussi beaucoup envie aujourd'hui. Nous on le voit avec les personnes qui viennent nous voir, c'est soit des personnes qui ont
identifier un sujet, qui sont vraiment passionnés et qui ont envie de créer leur start-up, soit des personnes qui sont en reconversion et qui se disent à un moment donné, voilà, je voudrais trouver du sens dans ce que je fais, il est temps maintenant, voilà, c'est le moment ou jamais. Et quand on est dans des métiers qui sont un peu des métiers passion, des métiers porteurs de sens, ben on a tendance évidemment à donner beaucoup, mais on donne beaucoup parce qu'on le souhaite, et je crois que ça c'est aussi important. Et c'est dans ces nouveaux modèles aussi de start-up, c'est aussi l'envie de respecter chacun tel qu'il fonctionne. Il y a des gens qui ont envie de donner beaucoup et qui voilà, vont passer beaucoup de temps s'impliquer dans la communauté. Et puis d'autres qui vont avoir une autre façon de fonctionner, une efficacité différente sur des temps qui leur sont propres et qui vont pouvoir organiser leur temps. Donc on essaye aussi de s'adapter dans ces nouveaux schémas d'entreprise et de prendre plus, d'individualiser un peu l'approche et de respecter le temps que chacun veut donner à partir du moment où quand même il y a les résultats sont là et puis on avance bien ensemble, c'est surtout ça. Bien sûr. N'hésitez pas, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, à m'interpeller. Il n'y a pas de raison. Allons-y. Le fonctionnement des startups françaises est-il assez différent des startups américaines? Quand on se reporte quelques années en avant, où des grandes se sont constituées, et est-ce que justement, donc, dans la lignée de ce qui s'est passé aux États-Unis, on a tendance à faire pareil en France? Une chose est sûre, c'est que l'accélération de la start-up, passer de 3 à 40, c'est un vrai problème RH. Et ça, vous parlez à toutes les startups qui ont passé ce cap-là, il y a près de 200, et puis les gros comme Google, on ne sait plus combien c'est. Ça, c'est vrai en France, c'est un vrai problème de RH. Et ça, il faut le vivre pour l'accepter. Beaucoup de personnes disent au début, le projet il est bien, le projet je suis dedans, et plus on grossit, c'est pas qu'on grossit, parce que si on a le temps de grossir, ça se va bien. Les startups, le problème, c'est qu'on grossit vite. Et vous passez de 7 à 40 en 2 semaines parfois. Ce qui fait que vous avez plus de gens que vous connaissez moins, alors qu'au départ, vous étiez des fondateurs et dans l'état d'esprit. Et ça, c'est une vraie problématique, c'est la problématique de l'accélération, mais sur le volet RH, qui n'est pas très bien traité en France, enfin, qui est traité, mais pas, ça va tellement vite que les gens, ils n'arrivent pas trop à le gérer. Moi, je me souviens très bien de discussions avec Julien, qui ont vraiment vécu ça en 3 ans, de passer, il rentrait, il partait 15 jours, et il revenait, il y avait plein de gens qui ne connaissaient pas. C'est stressant pour les collaborateurs d'avoir ces vagues qui viennent, mais le projet fait qu'effectivement aussi. Ça, les Américains, ils le savent, et je pense que la culture française, on a peut-être plus de mal à accepter ça. Les Américains étaient peut-être plus prêts à avoir cette volatilité des collaborateurs. Tiens, mais j'ai pas le même aujourd'hui. Enfin, c'est bien retracé. Ah, bah tiens, comment ça se fait que c'est plus le même qu'hier matin? Bah oui, alors déjà, c'est l'espace, on travaille sur des espaces un peu plus ouverts, contact. Ça, c'est pareil, on y revient un peu. On travaille sur des espaces ouverts pour faciliter, déjà pour éviter cette horizontalité, le bureau fermé, chacun son bureau. Donc l'espace ouvert a du bon, je pense. Et c'est pas pour autant que l'espace ouvert, on ne connaît pas les gens. Les gens, ils ont des habitudes. Il y a une boîte qui s'appelle Akeneo, que j'aime beaucoup. Ils ont repris, Place Mélinès, ils ont repris les anciens, les maisons magnifiques de maître, là, et puis les maisons d'Amiral. Et en fait, leur principe, ils n'ont rien changé. Ils l'ont laissé quasiment intact. Comment c'est possible d'avoir quasiment 200 personnes qui travaillent dans ces bureaux-là? Donc les gens, ils arrivent le matin, ils peuvent prendre la cuisine. Donc la cuisine, elle est restée. Alors, ils ont aménagé pour avoir des prix, etc. Donc dans l'état d'esprit, ça fonctionne. Sauf que ce qu'on observe, ce qu'ils observent chez eux à Akeneo, c'est que les gens ils prennent leurs habitudes. C'est normal, ça rassure d'avoir quelque part des collègues quand même toujours bien. Il ne faut pas croire que les collègues, il y ait des affinités qui se créent. Donc indirectement, on voit bien que quelque part, la culture française, on est quand même aussi, en tout cas sur cette évolution des startups, beaucoup plus fragile à cette montée en puissance et cette structuration. Les Américains sont, je ne suis pas spécialiste, mais on sent que c'est plus dans leur gène, c'est moins important. Après, ce que je crois aussi en France, c'est que, tu l'as dit Sandrine, on voit bien qu'il y a un mouvement qui s'appelle, excusez-nous l'anglicisme, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrête, mais c'est aussi parce qu'on est dans des univers dans lesquels tout de suite on va à l'étranger. C'est des univers des startups où le marché, changer le monde peut-être, j'aime pas cette formule, mais le marché il est mondial, donc il faut tout de suite aller sur des termes et des cultures qui sont beaucoup plus anglaises. Le mouvement Tech for Good aujourd'hui, où en fait les gens se reposent la question du sens, à la fois très en amont sur le projet, mais aussi de l'entreprise.
C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui disent moi je veux bien sur une start-up, mais je veux pas vendre des cravates qui seraient fabriquées en Chine et d'aller plus vite parce que j'ai une plateforme. C'est pas ça. Donc le sens de Tech for Good, c'est-à-dire qu'on se repositionne en disant l'innovation, la technologie, oui, mais pour le bien de quoi? Pour des convictions, ça peut être la transition climatique, ça peut être le social, ça peut être tout ce qu'on veut. On voit bien que là, il y a vraiment une accélération de partout, à la fois sur les projets, mais aussi pour les gens qui veulent intégrer des projets comme ça. Et ça, aux États-Unis, on sent un peu moins le Tech for Good. C'est aussi une spécificité un peu européenne dans laquelle on revient, parce qu'on a aussi, on peut parler, toutes les situations un peu plus conflictuelles, les migrants, etc. On est un pays qui se pose aussi plus de questions, et je trouve ça bien, bon, mais ça va jusque, effectivement, dans c'est quoi aujourd'hui une start-up? Sur le produit, on ne vend plus les cravates. Enfin, c'est un peu moins l'esprit des années 2000 où on faisait, voilà, ça y est, j'ai une idée, ça sert à rien, mais c'est pas grave, on y va quand même, et puis on va développer de l'emploi. Non, on va dire que c'est... Même si, encore une fois, il ne faut pas caricaturer, parce que je trouve qu'on n'en a pas eu, en tout cas à Nantes, on n'en a pas eu beaucoup. Des startups comme ça, non, enfin, de mémoire, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis sur ce côté-là. Sur le côté, donc, la transposition des États-Unis à la France, vous avez un petit truc à rajouter? Je voulais juste compléter sur la grosse différence aussi qui est liée à la culture du risque et à la culture de l'échec, qui n'est pas du tout... Enfin, même si on le dit beaucoup en France, voilà, l'échec, ça reste quand même encore pas évident, pas très, concrètement, pas forcément valorisé. Donc on essaye d'aller vers ça, de suivre des modèles anglo-saxons, mais la culture du risque, elle est très très différente ici, et c'est vrai qu'on le dit beaucoup quand on voit des entrepreneurs, c'est vraiment admirable aussi parce qu'on sait que voilà, c'est pas non plus fun tous les jours, c'est pas simple d'entreprendre. Il faut vraiment être armé pour ça aussi. Et on est dans des systèmes aujourd'hui, il y a une société complète qui est plus faite pour le CDI, on va dire quand même, que pour l'entrepreneur qui prend tous les risques et qui, quand il se plante, c'est pas forcément évident à tous les niveaux, quoi. Donc, il n'y a pas forcément de chômage de l'entrepreneur aujourd'hui. Et voilà, donc c'est quand même une grosse différence entre la France et les États-Unis, et qui du coup a un impact aussi sur le développement et les équipes. Romain, ça te semble correct. Ok. Alors dans l'étude, on a eu, on le présentait, mais c'était là au moins on l'a argumenté, c'est qu'on a une dualité très forte entre l'autonomie, la liberté, la flexibilité qui est accordée à chaque collaborateur, et puis on l'a bien vu là dans la transcription de la belle boîte, c'est le stress, la pression, qu'on est sous l'eau, etc. Et comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça vous paraît trop caricatural ou en deçà de la réalité? Romain. Je pense que c'est pas caricatural, mais c'est même justement un peu en dessous de la vérité, parce qu'en plus on va aussi avoir la pression des autres collaborateurs. Ouais. Parce que le patron va donner de l'autonomie. Mais l'autonomie qu'on donne, la confiance qu'on donne à un salarié, les autres salariés vont pas avoir la même confiance. Donc ils vont pas avoir les mêmes attentes et les mêmes pressions en fait, qui vont en fait se mettre de la pression entre eux. Pour dire, par exemple, on va avoir plusieurs développeurs qui vont travailler ensemble, justement, mon travail va dépendre, ok, la hiérarchie fait confiance, mais moi mon travail dépend du tien, donc j'ai besoin que tu fasses bien ton travail, donc il va y avoir une pression en fait qui va se mettre aussi comme ça au sein de l'équipe. Et donc c'est vraiment sur cette partie autonomie, oui, c'est vraiment double tranchant, et il y a aussi deux visions différentes vraiment entre les dirigeants et la partie salariée. Une question. Allons-y. J'observe que depuis le début de nos débats, on a parlé souvent de hiérarchie, on n'a pas parlé de management. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. Et c'est peut-être ça qui est un de nos problèmes français, c'est qu'on confond hiérarchie et management. Comme ça qu'on a sorti l'entreprise libérée, enfin, il y a des tas de trucs qui fonctionnent plus ou moins bien. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas se tromper. Le management, il est à la fois là pour donner de la direction, mais aussi pour accompagner, pour aider. Et quand on parle de la pression que se mettent les collaborateurs entre eux, le manager, un de ses rôles, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de pression inter-collaborateurs. Donc il faut vraiment remettre les choses à leur place, et le management est pour moi
une des choses essentielles. Et il faut commencer dès la start-up, parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de start-upers qui n'ont aucun sens du management. Et derrière leurs équipes, je l'ai été. J'ai créé une entreprise, je l'ai revendue au bout de 7 ans parce que j'ai mes 2 principaux collaborateurs qui sont partis. Et je n'avais pas compris. Donc je crois qu'il faut vraiment se poser la question management. Je vais même préciser, parce que c'était l'une de nos questions suivantes. Du coup, on va passer dessus. Dans l'étude qu'on a faite, on a eu un très fort désir des collaborateurs comme des fondateurs des startups. À 80%, ils voulaient qu'il y ait un manager. Pour eux, c'était un manque qui était assez flagrant. Est-ce que ça vous paraît important Juste avant, parce qu'on n'a pas rebondi tout à l'heure, mais on joue volontairement le mec avec le bonnet, les lunettes, qui est un mec hyper cool. C'est-à-dire que comme ça, sur le papier, tu te dis, ça doit être chouette que ce soit mon chef. C'est ce qui est le plus dégueu en management. Il n'y a pas de chef. Il respecte aucun de ses engagements en termes de planning, il la laisse, il lui met une espèce de pression. Donc, on va que dans votre sens, et c'est ce qu'on essayait de jouer, à savoir un patron de boîte start-up ou pas, qui maltraite un petit peu ses salariés parce qu'il est assez absent et il s'intéresse pas assez à eux. Nous, c'est aussi ce qu'on a essayé de mettre. Puis avec le côté vraiment leader, qui peut, parce qu'il est charismatique, exactement, qui est hyper charismatique, alors qu'à côté de ça, en effet, le côté manager, il l'a pas, ou en tout cas, on le sent pas vraiment. Pas du tout. Est-ce que, pour vous, Sandrine? Bah oui, c'est effectivement à l'origine de la start-up, et notamment la start-up qui performe, il y a quand même un leader, un fondateur ou une fondatrice visionnaire, donc, qui apporte la vision et qui donne vraiment le sens du projet. Après, au début, quand la start-up se développe, on le sait, il y a peu de monde, il y a peu de compétences, il faut tout faire, il faut gérer la vision, le concept, les produits à développer, travailler sur étudier son marché, comprendre ses clients, aller sur le terrain, commencer à être présent sur le digital, etc. Il faut faire des tas de choses, on n'est pas nombreux, donc c'est toujours difficile dès le départ se dire je vais aussi structurer plutôt des choses qui sont du registre de la gestion d'entreprise, de la gestion des équipes. Donc la gestion d'entreprise, c'est tous les besoins, tous les process, mais aussi c'est la gestion de l'humain, parce qu'évidemment l'humain c'est clé. Mais même, c'est pas évident dès le départ d'avoir un gestionnaire dans les équipes, parce que quand on commence à créer une start-up, généralement on crée des start-up avec les besoins, on va dire, terrain, les concrets qui sont nécessaires pour décoller. Et pour décoller, je vais parler plutôt des startups du numérique, mais on va généralement avoir affaire à quelqu'un qui a une expertise peut-être métier, un développeur ou deux, quelqu'un qui va être plutôt commercial. Et donc on va commencer comme ça, donc on va structurer. Et en fait, il n'y a pas les compétences soft skills ou les gestionnaires qui sont nécessaires à un moment donné et qui doivent arriver vite, mais qui ne sont pas forcément des priorités drivées quand même, orientées par le business, par le commercial, par le marché. Il faut aller vite, on n'est pas forcément très bon en tout, et même des grands qui ont réussi et qui ont inspiré comme des Steve Jobs par exemple, ils ont été à des moments virés de leur boîte et on a mis des gestionnaires à leur place parce qu'on s'est dit, et comme ça arrive aujourd'hui pour Elon Musk, il y a le visionnaire, mais le visionnaire il n'est pas souvent gestionnaire, et il faut des gens qui vont pouvoir restructurer un peu les choses autour. Sur terre. Romain, Francky, du coup, Romain, ça c'est intéressant d'avoir ton... Sur cette partie-là, justement, c'est vraiment... c'est vrai que quand on arrive, on monte l'équipe. Moi, les compétences en management, j'ai appris un peu sur le terrain, j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais. Et c'est sûr que sur cette partie, vraiment, donner de la confiance aux salariés et faire en sorte qu'ils n'aient pas trop de pression, de leur donner des objectifs qui soient assez clairs. Déjà que nous, on a du mal à avoir des objectifs qui sont clairs, c'est quelque chose qui est assez compliqué et assez difficile à mettre en place en fait. Et donc on essaie, on fait un maximum pour essayer qu'il y ait le moins possible de pression entre les salariés, même vis-à-vis de nous envers eux. Mais c'est vraiment c'est cette partie un peu compliquée où on fait avec les moyens du bord, et puis oui, avoir un manager, ce serait l'idéal, mais il faut avoir le budget derrière pour pouvoir le mettre en place. T'es combien dans la boîte? On est 7. Ouais, 7. En fait, vous avez raison, monsieur, mais tout dépend de la taille du projet dont on parle. Faire du management à 7,
c'est quasiment la hiérarchie qui fait le management. Parce que l'un se fond à l'autre. Et après, il y a toutes les méthodes qui font qu'au départ du projet, en plus, on est plutôt sur des sprints, des runs dans lesquels on ne sait même pas où on va. Le pourtant du projet, c'est pas c'est juste une intuition. Après, les méthodes de management, lorsqu'on grossit, évidemment qu'elles sont mises en place. Je ne connais pas aujourd'hui une start-up qui a passé 100 personnes, qui n'a pas des managers qui sont dignes des managers de structures, parce qu'on tombe dans des structures d'entreprise classiques. C'est pour ça que ça dépend de quoi on parle sur le management dans les startups. Ça dépend de la maturité de l'entreprise. Après, vous êtes peut-être tombé sur un cas où, effectivement, il y a une confusion des genres, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes parti, à quelle taille de maturité de l'entreprise. Moi, je ne connais pas une start-up aujourd'hui de plus de 100 personnes, enfin celles qui sont sur Nantes, hein. Moi je parle de celles que je connais, j'en connais quand même pas mal, où il n'y a pas des méthodes de management qui soient efficientes. Sinon, ça ne marche pas. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on ne met pas des managers en disant « toi, t'es manager, moi, je suis patron, lui, il est… » Non, il faut c'est que les gens qui accompagnent les équipes, ils soient managers. Il faut les former au management. Il faut leur donner des outils de management. Je pense que c'est le reste, c'est du pipeau. On ne va pas coller des managers, on va former, et je crois que c'est ça qui est essentiel. Sauf que les écoles dont vous sortez ne forment pas au management. Non mais je pense que les managers qui sont dans les startups, ils ont été formés au management de start-up ou d'entreprises classiques. Enfin, mon propos, c'est de se dire que je ne crois pas qu'il y ait un management spécifique pour une maturité de start-up. C'est-à-dire qu'après, on retombe dans du management d'entreprise classique. C'est pour ça qu'il y a cette dichotomie entre start-up et start-up, lorsqu'on arrive à une taille critique, où on a besoin effectivement de méthodes de management solides et efficientes. Elle se fait souvent, c'est souvent du management par projet d'ailleurs, parce qu'après, au début, il n'y a qu'un projet, c'est le produit, etc. Puis après, la boîte, elle grossit, puis il y a voir. Et donc après, on a du management par projet sur un produit innovant au départ. Donc ça peut être effectivement le projet. Là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est le départ. C'est quoi l'état d'esprit du management au départ, lorsque l'idée est là? Je crois qu'il n'y a pas de management. C'est chacun se débrouille, chacun vient avec ses compétences. Et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde, des startups, en phase de départ. Il y a des gens pour qui ça va pas. Il faut dire A, B, il faut un guide. Et d'autres pour qui ils vont s'épanouir, même si on voit bien que souvent, on fait sortir justement des gens qui ont plutôt une capacité d'oralité, de l'intuition, et qui imposent effectivement soit une compétence, soit effectivement un charisme naturel qui fait que ces gens-là, c'est eux après qui vont comporter là-bas. Toutes les boîtes, les startups, il y a la personne qui l'a lancé, il y a l'équipe qui s'étoffe, souvent il y en a un ou deux qui partent parce que vision, voilà, au bout de 2 ans. Et puis après, ceux qui restent, c'est ceux qui étaient dès le départ, quand embauchés, qui ont pris du charisme dans la startup parce qu'ils croient au produit, et puis après, ils sont en ligne avec eux. Il y a peut-être quand même 2 sortes de start-up. Il y a des start-up qui sont créées, comme monsieur, par des jeunes qui sortent des études. Et à ce moment-là, vous venez de le dire, vous apprenez au fur et à mesure, hein, je veux dire sur le tas. Mais on trouve quand même des start-up aussi qui sont constituées par des gens qui ont déjà un passé professionnel important et de responsabilité. Je pense que le problème est un peu différent. Sûrement. Tu veux réagir? Ouais. L'un de vous trois. Sûrement, mais après, ces personnes-là, elles viennent s'entourer. J'ai pas en fait en tête, je sais pas si tu en as, des reconversions de quelqu'un qui a travaillé dans une structure avec une culture d'entreprise et qui fait le grand écart et s'en va. J'en ai pas dans ma tête, et monte une start-up qui fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors il peut avoir un projet personnel, ça on en a quelques-uns, mais ils sont souvent limités à un petit projet. Où ces projets de management arrivent. Ce que je veux dire par là, j'essaie de retrouver un cas où effectivement quelqu'un aurait 20 ans d'entreprise dans des structures très codifiées, avec de la hiérarchie, et qui, à un moment donné, il y en a plein qui partent, et qui recréent en fait une start-up avec une culture complètement différente, qui est toujours à la tête, et qui aujourd'hui pèserait 200 personnes. J'ai pas ça en tête, j'aurais bien aimé, parce que pour moi justement, le choc culturel, c'est comment il a pu l'absorber. Ben non, Rosemood, parce que Rosemood, il est parti de ce... Puis Rosemood, il est parti de l'idée tout seul, quoi. Il n'a pas fait 40 ans de boîte avant. Il a fait quand même... Et après, il est parti avec 2... Ouais, mais il est parti avec 2 associés qui étaient déjà... qui étaient neutres, en fait. Sandrine. Avoir fait un parcours déjà dans une entreprise avec des compétences, évidemment, c'est toujours un plus. C'est pas une expertise souvent d'ailleurs métier, on va dire. Mais c'est très déstabilisant aussi parce que finalement on arrive entre, et je l'ai dit tout à l'heure, entre avoir vécu une
carrière dans une entreprise structurée et créer sa propre activité, c'est quand même un choc des cultures aussi. Après, quand on a des personnes qui ont déjà créé une première entreprise, qui ont développé, voilà, qui ont fait un parcours et puis qui repartent sur un nouveau projet, là c'est encore différent parce que y a des automatismes, on le voit, des habitudes et des mécaniques qui sont déjà bien ancrées et qui font que on a appris tellement de choses avant et on a expérimenté, on a fait des erreurs, on a fait des choses bien et on a des réflexes qui permettent d'aller plus vite et d'être effectivement plus au rendez-vous de ces enjeux. On va peut-être s'arrêter là parce que on a déjà rempli les choses. Moi, je veux juste faire un petit point aussi que je pense qu'il faut qu'on souligne vraiment. Non, parce que c'est intéressant comme c'est des sujets qui sont. On aurait pu passer 2 heures là-dessus, c'est sûr. Ce qui est important de comprendre, je pense que les gens, quand ils viennent dans les startups, le premier problème souvent qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas la vision. Les gens qui aiment bien à un moment donné, ils se disent le projet, on peut l'avoir, le produit, mais c'est quoi la vision en 3-4 ans? Et la frustration, souvent, les gens qui arrivent, c'est qu'ils disent mais ça se trouve dans 3 ans on n'est plus là. Donc je le redis, il y a des gens qui sont faits pour travailler dans des startups, d'autres non. Il faut le dire, il faut l'assumer. Je parle vraiment au début du projet. Le deuxième élément, je pense que ce qui est important de noter, c'est le côté coolitude, le côté où on a d'autonomie. Oui, c'est vrai, il faut le dire, il y a beaucoup plus d'autonomie qui crée forcément une pression indirecte, insigneuse, voire c'est une arme de séduction. Voire de management aussi, donc cette espèce de liberté qu'on croit, mais en fait c'est presque machiavélique dans certaines boîtes, je le sais, c'est-à-dire que maintenant tu peux venir le week-end travailler, etc., toutes ces dérives. Et pour finir, je pense qu'il faut qu'on arrive à dire que c'est peut-être les prémices du nouveau mode d'organisation du travail, on le voit bien. Le télétravail, moi j'y crois pas à la maison, par contre imaginer des lieux dans lesquels les gens iraient travailler de cadres institutionnels classiques ou des startups. Donc à nous, la politique aménageur à l'échelle métropolitaine, de penser ces lieux-là pour éviter, on disait tout à l'heure, les mobilités inutiles, les pendulaires, etc. Je crois que la nouvelle génération aspire à ça, c'est-à-dire des modes de travail dans lesquels forcément ils ne vont pas être 20 ans, 40 ans, 50 ans dans la même entreprise. Non, ils sont beaucoup plus volatiles pour le projet et ils n'ont pas envie de travailler dans des espaces dans lesquels il n'y a pas ces frictions qui sont au quotidien. Donc les tiers-lieux, je pense que c'est bon. Il faut le penser à l'échelle voire d'un pays, en tout cas d'une métropole où on y travaille, c'est comment créer des lieux pour justement faire du croisement, et pas forcément une entreprise. Moi je crois que demain, les gens vont aller travailler dans des espaces dans lesquels il y aura peut-être 40, 50 entreprises qui seront là, mais ce ne seront pas les mêmes, parce qu'on aura juste inventé les cafés d'entreprise, qui seront en fait les cafés dans les lieux dans lesquels ils iront travailler, et il n'y aura plus le gros logo, ou en tout cas il ne sera pas identifié à un bâtiment. Pas de parking. Et ça, l'esprit startup, il le montre, et pas de parking surtout pas. Il y a des parkings chez incubateur. Oui, ils étaient déjà là avant. Bien. À moins que vous vouliez faire des petits rebonds, Romain. En petit mot de la fin, sur cette partie-là vraiment d'idées, de vision, c'est vraiment ce qui... Nous, on est 7 personnes, c'est les 7 qui étaient là dès la création du projet en fait. Et c'est vraiment sur cette vision, sur... le projet, c'est ça qui tient tout le monde et qui permet à tout le monde en fait d'aller dans le même sens. Nous, ça fait 3 ans là qu'on bosse tous ensemble, on bosse au quotidien. Certes, il y a des tensions, il y a des frictions, mais c'est vraiment cette vision, cette envie d'aller tous ensemble vers un but commun qui arrive en fait à faire que l'équipe fonctionne et qu'on arrive à travailler tous ensemble. Ce projet est vraiment super, on peut avoir des bénévoles. Bien. Merci à tous. Merci à vous, merci Cédric, merci à moi, merci Francky. Merci à vous. Merci à la belle boîte. On va poursuivre, et puis merci beaucoup à la belle boîte et merci beaucoup à Emina.